Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver pour ce webinaire du mois de décembre. Et nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Wagner, donc, qui va nous faire une présentation sur les mitochondries et les effets de la lumière sur les mitochondries. Donc le docteur Wagner, on a déjà fait un, un webinaire l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur la photobiomodulation. Et donc, pour ça, le docteur Wagner est très spécialisé dans ce domaine. Je vous passe la parole et puis je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour d'abord, docteur. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous ma passion pour la photobiomodulation qui est née en 2014. Alors, donc je m'appelle Jean-Philippe Wagner, je suis cancérologue et médecin de la douleur, ce qui est relativement rare parce qu'on doit être moins de 5 à avoir la double casquette de médecin de la douleur et cancérologue. Je fais partie d'une société qui s'appelle la Société française d'oncologie intégrative, où on développe toutes les interventions non médicamenteuses dans les parcours de soins de support des patients atteints de cancer, aussi la Société française d'évaluation de traitement de la douleur. Et puis, il y a un scoop depuis hier 14 heures. Je suis devenu le premier président de la Société francophone de photobiomodulation, dont vous allez entendre parler dans les prochaines semaines, prochains mois, puisque, comme vous le savez, la photomodulation est en plein développement. On est vraiment dans une phase exponentielle de son utilisation dans tous les domaines de la médecine. Et enfin, on va dire qu'en France, c'est en train d'arriver. On espère le plus rapidement possible avoir une reconnaissance de l'assurance maladie, notamment des actes de photomodulation qui pourraient être cotés. Alors, je suis donc médecin cancérologue et médecin de la douleur. J'ai pas mal de bourlingué professionnellement entre Strasbourg-Lyon, Strasbourg-Dunkerque et maintenant Haguenau, où je suis revenu dans mes attaches alsaciennes depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai décidé de travailler cette fois-ci tout seul, après avoir dirigé des grosses équipes de cancérologie. Et j'ai donc créé un centre qui s'appelle le XFAN. Le XFAN, ça veut dire Centre de soins de support intégratif, photobiomodulation, Haguenau, Alsace du Nord. Et c'est là où on se rend compte que la photomodulation, quand on fait une offre, la demande arrive très très rapidement derrière, puisque en 1 an, nous avons vu plus de 1000 nouveaux patients. À la fois à peu près la moitié de soins de support en cancérologie et l'autre moitié douleurs chroniques. La douleur chronique, ça va de la simple tendinite, de la coiffe des rotateurs, à la douleur de Morton, d'une douleur du pied, jusqu'à des Covid longs. Et un peu par hasard, mais il n'y a pas d'hasard dans la vie, je suis devenu, à cause de la photomodulation, un des spécialistes français de Covid long et d'une pathologie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, où là aussi, il y a des indications très importantes en photobiomodulation qui sont en train de se développer. Alors, rapide présentation de mon centre. J'ose le dire, hein, mais c'est le 2e centre de photomodulation le plus grand de France, après celui d'Antoine Lemaire, que vous connaissez peut-être plus, à Valenciennes. Alors, on est équipé on a 4 salles de traitement. On voit 60 patients par jour, 42 applications de photomodulation par jour. Alors, notre machine la plus importante, quand je parle à cause de la taille et du prix, c'est le Novotor. Donc, on fait 18 applications, 18 séances de Novotor de photomodulation corps entier. Vous reconnaissez là le Cube 30. Premier appareil, j'étais équipé, c'était des machines de chez Thor Photomédecine, donc notamment avec le Giant Cluster, un biophoton, un TreeWings et 2 Milta dans une salle dédiée. Et puis voilà, le type d'application que nous faisons sur Haguenau. Le sujet du jour, c'est mitochondrie et photobiomodulation. Je me permets juste de rappeler ce que c'est que la photobiomodulation parce que je me rends compte que les laséristes, les gens qui utilisent les techniques, ne savent pas forcément ce que c'est que la photomodulation. Donc, je me permets ce rapide rappel. C'est l'utilisation de la lumière, alors, qui est soit fabriquée par des LED, et c'est le marché le plus important actuel, ou des lasers de faible niveau, comme le Cube 30. Dans les spectres rouges et proches infrarouges, on ne va pas débattre ici de savoir si le bleu, le jaune, ça sert à quelque chose. Pour moi, ça ne sert à rien. On peut faire 98 ou 99% des indications de photobiomodulation avec du rouge et de l'infrarouge.
Troisième propriété, c'est non thermique, donc laser froid, non invasif. Et puis, on va y revenir tout à l'heure, antalgique, anti-inflammatoire, stimulation de la réparation tissulaire. On fait de la modulation de la biologie par la lumière. C'est ça que ça veut dire photobiomodulation. On ne détruit pas, et c'est souvent ce qu'il faut qu'on explique aux patients. Ah, mais vous allez utiliser des lasers, la lumière rouge, ça détruit, machin, etc. Donc, il faut faire attention et expliquer aux patients. Je vous rappelle que le rouge et l'infrarouge, pourquoi? Mais parce que c'est ce qui pénètre le mieux dans les tissus, raison pour laquelle on va travailler entre le 600 et le 1100 nanomètres maximum. La mitochondrie à l'origine de la vie. Rappelez-vous de vos cours. Alors, à l'époque, c'était CM2, maintenant, ça doit être en terminale. Voilà, qu'on voit la respiration cellulaire. On est tous la poussière d'étoiles, on vient tous de la lumière. Cette lumière qui va transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose et en oxygène grâce à la photosynthèse, donc le chloroplaste. Pourquoi ça fonctionne? Parce que dans le chloroplaste, vous avez 4 atomes de cuivre qui sont des photoaccepteurs, donc ils vont faire cette première transformation. Nous, les animaux, nous avons beaucoup besoin de glucose et d'oxygène qui va être capté par la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle va transformer l'oxygène et le gaz et le glucose en ATP. Cet ATP qui est essentiel à la vie. Sans ATP, pas de vie. Je vous rappelle que pour tuer quelqu'un, il suffit de quelques microgrammes de cyanure. Le cyanure va tuer en quelques minutes parce que ça bloque la fabrication d'ATP au niveau de la mitochondrie. Et ensuite, le cycle continue. On ne fait pas d'énergie propre, même solaire. L'énergie propre, ça n'existe pas. De cette réaction de photosynthèse naît le gaz carbonique et l'eau qui sont donc éjectés par la respiration. Les mitochondries, probablement, c'était des anciennes bactéries qui, un jour, ont rencontré un eucaryote. Et cette bactérie est rentrée dans la cellule avec son noyau. Et puis, elle s'est trouvée bien. Elle a fait de la symbiose. Elle a partagé ses propriétés. Probablement, ce qui s'est passé, c'est que la mitochondrie a apporté un surcroît d'énergie à la cellule eucaryote. Et c'est comme ça que les êtres multicellulaires sont nés, parce qu'on a besoin d'énormément d'énergie pour fabriquer un corps humain. Eh bien, c'est probablement ce qui s'est passé il y a très, très longtemps, il y a des milliards et des milliards d'années. Eh bien, la mitochondrie a donné 99% de son ADN la bactérie a donné 99% de son ADN au noyau, qui, lui, profitait de la fabrication de l'énergie, donc de l'ATP, par cette bactérie qui est devenue une mitochondrie. Et c'est probablement comme ça que les mitochondries sont nées. Je vous rappelle que c'est un des organelles de la cellule. Et je vous rappelle qu'il y a des mitochondries très célèbres, c'est celle de la guerre des étoiles, puisque les médichloriens, en fait, ne sont que des mitochondries. C'est une des images que j'ai retenues de l'épisode, si on est dans le bon épisode, c'est l'épisode 1, dans la nouvelle saga donc c'est la première fois qu'on entend parler des médichloriens dans la saga Star Wars. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique et c'est ce que j'explique aux patients. Parce que quand vous expliquez aux patients, vous allez faire, je vais vous faire de la lumière, je vais vous faire un bain de lumière quand on met les patients dans le Novotor, ça fait un peu ésotérique. Et donc, il faut que je précise tout de suite, non, c'est pas du tout de l'ésotérisme. Là, on est complètement dans la science. 13 500, 14 000 publications sur PubMed sur la photobiomodulation. Et c'est quelque chose qui est très, très prouvé par la science maintenant. Et c'est pas du tout de l'ésotérisme. Et donc, il faut leur expliquer comment ça marche. Alors, quand vous avez 20 minutes de consultation, rapidement, vous apprenez à parler aux patients et leur dire ce que c'est. Alors, je vais vous le montrer parce que je suis en direct live. J'ai 2 piles électriques sur mon bureau. C'est par là. Une pile neuve qui est parfaitement saine et une pile qui ne marche plus et qui est complètement oxydée. Et je leur dis, voilà, vous avez vos piles électriques, vos mitochondries qui sont dans cet état-là, qui est complètement oxydé avec l'oxydation qui sort de la pile. Il faut imaginer l'état de vos mitochondries. Docteur, je le comprends. Alors, c'est quoi la mitochondrie? C'est cette organelle avec, surtout ce qui est important, c'est à la fois les crêtes qu'il y a à l'intérieur et surtout
la double membrane que l'on va revoir dans les prochaines diapositives pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que ça ressemble curieusement à une bactérie et qu'il y a même de l'ADN, l'ADN mitochondrial. Cet ADN est transmis par les mères. Hein, l'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN de la maman, et c'est comme ça qu'on sait que toute l'humanité actuelle est issue de 7 femmes qu'on appelle les 7 filles d'Ève, tout au début de notre humanité actuelle. Voilà la diapo la plus importante. Alors, à cette heure-ci, à 13h30, je ne vais pas vous refaire le cycle de Krebs, dont je suis parfaitement incapable de le faire sans pompe. De toute façon, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que effectivement, le cycle du citrate sert à fabriquer les molécules qui vont permettre à la mitochondrie la respiration. Que ce soit des glucoses, des lipides ou des protéines, à un certain moment, les produits de dégradation de ces trois molécules vont rentrer dans le cycle du citrate, le cycle de Krebs, qui va fabriquer 2 choses essentielles qui sont le NAD et le FAD. Les NAD et les FAD, ce sont des transporteurs d'électrons. Vous imaginez, et pour faire très simple, que la vie, c'est simplement du courant électrique qui passe, des électrons qui passent de ce que vous mangez, ce que vous respirez, à ce que vous fabriquez à vos cellules. Et tout, c'est un gros circuit électrique qui est énorme. Et c'est ça qui va faire que l'énergie électrique va être transformée en énergie chimique, pardon, par ce moteur, ce premier moteur électrique qui existe depuis très longtemps. Donc là, vous avez la membrane extérieure, la membrane interne, c'est un schéma de la mitochondrie, et l'espace intermembranaire qui est essentiel parce que tout se passe à ce niveau-là. Une fois que les glucides, lipides ou protéines sont détruites, le cycle de Krebs fabrique ce NAD et ce FAD et qui va transférer des électrons et des ions H+, dans ce qu'on appelle la chaîne respiratoire de la mitochondrie, qui est composée de 4 complexes différents, des enzymes très compliquées, avec donc ce qu'on appelle de la phosphorylation oxydative. Peu importe comment ça s'appelle, l'idée c'est que on va avoir de l'oxydation et de la réduction constamment sur toute cette chaîne, production de H+, de protons H+, et d'électrons. Ces protons H+, on va les retrouver au niveau de l'ATP synthase. La dernière enzyme, et c'est la plus importante en photobiomodulation, c'est ce qu'on appelle la cytochrome C-oxydase. C'est cette enzyme-là qui va être essentielle en photobiomodulation, et vous allez voir pourquoi. Donc, on va fabriquer un gradient d'ions H+, qui vont être concentrés entre la membrane externe et la membrane interne, tout le long, et qui vont être recaptés à ce niveau-là par cette ATP synthase. Et c'est le flux d'ions H+, qui va faire tourner le moteur. Comme une Tesla, c'est le même principe. C'est l'électricité qui fait tourner le moteur. Et donc, les molécules d'ADP vont être transformées en molécules d'ATP. Et c'est cette molécule qui va servir à l'énergétique cellulaire. Alors, cette enzyme s'appelle la cytochrome C-oxydase, qu'on appelle ici COX. Ce qui est important, c'est ces 4 atomes-là, 2 atomes de fer, 2 atomes de cuivre. Rappelez-vous, dans le chloroplaste, c'est 4 atomes de cuivre. La différence entre une cellule animale et un végétal provient finalement que du fer, qui remplace le cuivre, notamment dans cette ATP synthétase. C'est une enzyme qui est enchâssée à l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie, et cette enzyme va donc apporter encore des électrons, va encore faire de l'oxydation. Cette oxydation va arracher des électrons au NADH, et donc fabrication d'atomes H+ supplémentaires pour alimenter ce flux de protons qui va faire tourner l'ATP synthase. C'est ça qui est très important. Et ces 2 atomes de fer et 2 atomes de cuivre sont des des chromophores. C'est grâce à ces 2 et à cause de ces 4 atomes que notre photobiomodulation fonctionne, puisqu'ils vont absorber la lumière rouge et infrarouge dans un spectre très précis entre 600 et 1000 nanomètres.
Et le fait d'absorber cette lumière va augmenter le niveau énergétique de cette enzyme qui va fabriquer plus d'H+, en arrachant des électrons à certaines molécules, et donc va effectivement augmenter le flux et le courant électrique à l'intérieur de l'enzyme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est deux choses qui sont importantes. Parallèlement à ça, quand une mitochondrie ne fonctionne pas bien, alors soit parce il y a de l'inflammation chronique, soit parce qu'on ne respire pas bien, parce qu'on ne mange pas bien, etc. Quand le stress oxydatif augmente à l'intérieur du corps, l'oxygène qui se trouve au niveau de cette enzyme-là, qui, encore une fois, on arrache des électrons à l'oxygène pour fabriquer de l'eau, eh bien, elle va être remplacée par de l'oxyde nitrique, du NO. Et le NO va prendre la place de l'oxygène à l'intérieur de cette molécule, et ça va inhiber le flux de fabrication d'électrons. Donc, la mitochondrie va fonctionner moins bien à cause de ce remplacement de l'oxygène par de l'oxyde nitrique. Et donc, comment fonctionne la photobiomodulation? On va donc illuminer les mitochondries. L'illumination de ces mitochondries va faire que le niveau énergétique de la cytochrome C oxydase va augmenter. Augmentation du flux d'ion hydrogène qui va pouvoir être pompé par l'ATP synthase qui va refabriquer plus d'ATP. Je vous rappelle qu'à partir d'une molécule de glucose, on fabrique 38 molécules d'ATP. D'où le nom d'une machine connue en France, peut-être que certains ont, qui s'appelle l'ATP 38, qui est une des machines les plus vendues en France en photobiomodulation. Donc, un glucose, 38 molécules d'ATP. Alors, c'est un peu petit, mais vous avez toujours ici la cytochrome C oxydase. Le photon qui arrive sur la cytochrome C oxydase, il va libérer l'acide nitrique, et donc l'oxygène va pouvoir être recapté, et donc fabrication d'électrons, arrachage d'électrons, fabrication d'ions H+, qui vont servir au moteur électrique de l'ATP synthase. Ça, c'est immédiat. Ça se fait en 10, moins 10, moins 12 nanosecondes. Enfin, 10 puissance moins 10 à moins 12 secondes. C'est immédiat. D'accord. Et les 38 molécules d'ATP 38 molécules d'ATP, on pense qu'il faut à peu près… je vais vous montrer, elle est là. Chaque jour, alors selon des études, c'est entre 50 à 70 kg d'ATP qui sont fabriqués. On fabrique entre 50, on refait notre poids d'ATP. Le stock normal, c'est 250 grammes. À un instant T, on a 250 grammes d'ATP dans notre corps. Et chaque jour, on refabrique l'équivalent de 50 à 70 kg de molécules d'ATP par jour. L'ATP a une demi-vie de quelques 10 puissance moins 10 secondes. C'est très, 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 très rapide. Hein. Et donc, il n'est pas stocké, il n'est jamais stocké dans le corps. Il y a un stock maximum de 250 grammes. D'accord. 250 grammes sur 70 kg. Donc, c'est vraiment très, 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 très rapide. Et donc, vous voyez le résumé. On illumine notre COX. Les ions H+ vont refonctionner par ce tunnel et donc ça va faire tourner le moteur qui va fabriquer l'ATP. Donc, immédiatement, on augmente le taux d'ATP, le carburant augmente. Ça, c'est le premier effet, le premier effet de la photobiomodulation. Mais en même temps, qui dit oxydation, phosphorylation oxydative, dit on arrache des électrons. Donc, à un certain moment, en plus, on va libérer de l'acide nitrique, qui est lui-même un oxydoréducteur. Donc, on va déclencher une réaction d'oxydoréduction importante. On va augmenter le stress oxydatif en fabriquant ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène, des ROS. Et c'est un concept qui n'est pas forcément facile à expliquer, mais on va prendre 3 minutes pour l'expliquer. C'est ce qu'on appelle l'effet d'Hormèse. Est-ce que vous connaissez le personnage le plus hormétique de notre histoire? Il s'appelle Mithridate. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mithridate, il avait tellement peur d'être empoisonné qu'il consommait des petites doses de poison tous les jours pour habituer son corps et fabriquer des antipoisons. C'est exactement la même chose en photobiomodulation parce que
la photobiomodulation dans des effets immédiats, c'est d'augmenter le stress oxydatif. Mais il ne faut pas trop l'augmenter. Il faut l'augmenter, mais pas trop. Et c'est en l'augmentant pas trop qu'on va en fait déclencher des effets antioxydatifs naturellement. C'est-à-dire, finalement la photomodulation, l'effet anti-inflammatoire de la photomodulation fonctionne parce qu'on fabrique de l'inflammation. La première chose, c'est on fabrique de l'inflammation. Mais il faut que ce soit la bonne, ni trop suffisamment. Donc, d'où la complexité des protocoles actuels de photobiomodulation, c'est combien je donne, combien de temps, à quel joule, etc. C'est-à-dire qu'on peut en mettre trop, en produire trop. Oui, bien sûr. D'où vous avez cette courbe-là, qui est une courbe en U inversée, en cloche, qui dit que si vous ne me donnez pas assez de doses, vous pouvez avoir pas d'effet ou avoir un effet négatif. Si vous en donnez trop, ben pareil, vous pouvez avoir un effet négatif toxique. Donc, il faut savoir quelle est la fenêtre thérapeutique où vous fabriquez assez d'inflammation, d'oxydation, de stress oxydatif, pour que les phénomènes naturels du corps prennent le dessus et déclenchent les effets anti-inflammatoires. Je vous rappelle que le corps humain, c'est toujours des freins et des accélérateurs. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a des accélérateurs et des freins. Il y a des phénomènes immunitaires qui sont naturels. Je prends l'exemple du Covid long, comme ça c'est plus simple, notamment avec la machine Novotor. Les gens qui ont des Covid longs, l'hypothèse la plus probable actuellement, c'est qu'ils ont un réservoir de virus à l'intérieur de leur corps, notamment au niveau intestinal, aussi au niveau cérébral, et donc ils vont avoir une auto-inflammation constante. Ça veut dire que le système naturel de protection ne fonctionne plus. Quand vous faites un Covid aigu, avant le J20, vous devez guérir. En 3 semaines, vous devez guérir. Vous faites une grosse inflammation parce que votre corps se défend contre le virus, mais pour éviter de tomber malade plus loin, il faut que le système anti-immunitaire fonctionne. C'est toujours du frein et de l'accélération. Sinon, après, vous tombez dans ce qu'on appelle les après J20, c'est-à-dire que le système immunitaire est toujours activé, le système inflammatoire est toujours activé, et il y a tous les effets de la maladie, la douleur, la fatigue, les malaises post-effort, le chemobrain, enfin le brouillard mental, etc., le SAMA, le syndrome d'activation des mastocytes. Ces gens-là ont des phénomènes auto-inflammatoires qui ne guérissent pas. D'accord ? Ça, c'est au niveau corporel. Mais au niveau cellulaire, c'est pareil. Il faut fabriquer de l'inflammation pour guérir et pour que la cellule guérisse. Et c'est comme ça que marche la photobiomodulation. Et donc, il y a cette fameuse fenêtre d'activité. Alors, la WALT, la Société mondiale de photomodulation, dit que entre 3 joules et 30 joules, parfois on dit 60 joules, mais la fenêtre thérapeutique, c'est entre 3 joules et 60 joules. Et nous, dans en cancérologie, douleur, etc., on cherche toujours à avoir maximum par séance 6 joules à 10 joules par centimètre carré. Maximum par séance. C'est ce qui est important. Là, on est dans la sécurité. On en fait suffisamment pour déclencher les phénomènes biologiques et on n'en fait pas trop pour développer les produits toxiques. C'est ça qu'on appelle l'hormèse. C'est je donne suffisamment, mais pas trop, pour que le système d'auto-guérison, entre guillemets, se mette en place. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des ROS, donc des espèces réactives à l'oxygène. Ils vont déclencher en aval notamment des facteurs de transcription comme le NF-κB, qui va lui-même déclencher des phénomènes inflammatoires et anti-inflammatoires. C'est cette balance entre l'inflammation et l'anti-inflammatoire qui va permettre de je vous donne un exemple. Vous avez donc ces fameux stress oxydatifs qui augmentent. Vous avez dans les millisecondes, dans les heures qui suivent, un développement de facteurs de croissance comme le NF-κB qui va stimuler le système immunitaire, le système inflammatoire, etc. Et c'est cette balance toujours entre j'augmente l'inflammation, mais en même temps, le corps va se défendre pour empêcher cette inflammation qui fait l'activité de la
de la photomyélation. Une autre chose, c'est que l'acide nitrique qui est libéré a un effet vasodilatateur immédiat. Dans les secondes qui suivent, vous avez une vasodilatation. La vasodilatation, elle va faire quoi? Elle va augmenter l'oxygénation, elle va augmenter l'apport des cellules anti-inflammatoires, enfin, cellules qui luttent contre l'inflammation et qui déclenchent de l'inflammation. Donc, c'est vraiment cette balance-là qu'il faut avoir. Vous savez très bien, quand vous ne faites pas trop, vous ne devez pas chauffer, mais par contre, le patient a une sensation de chaleur. Et cette sensation de chaleur, elle provient de la vasodilatation locale qui fait qu'il y a cette chaleur. Souvent, les gens disent, même en corps entier, c'est bizarre quand je sors de 20 minutes, c'est 20 joules, 20 minutes, quand je sors de la machine, je sens les points douloureux. Je leur explique que ces points douloureux proviennent de la vasodilatation locale. Donc, il y a une inflammation locale qui va réveiller la douleur pendant quelques secondes, quelques minutes, et ensuite, mécanismes d'autodéfense, mécanismes d'antalgie qui vont se mettre en place et mécanismes anti-inflammatoires qui se mettent en place dans un deuxième temps. Il faut avoir toujours cette notion en tête. Et donc, il y a vraiment ces effets d'abord photochimiques, ensuite cellulaires. L'augmentation de l'ATP va entraîner une augmentation d'énergie pour la réparation, la contracture musculaire, la pompe NAK, par exemple. Libération du NO, de l'acide nitrique, vasodilation locale, amélioration de la microcirculation, de l'apport en oxygène nutriments, important pour la récupération, pour la je détruis, mais il faut que je reconstruise derrière, donc il me faut du matériel pour reconstruire. Activation des facteurs de transcription, modulation d'expression génique, facteurs de croissance, cytokines, conséquences, stimule la prolifération des fibroblastes, des cellules souches et la synthèse de collagène. Donc on crée de l'inflammation pour guérir localement. C'est quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre. Donc j'en fais suffisamment, mais pas trop. Donc voilà. La mitochondrie, elle ne sert pas qu'à fabriquer l'énergie. C'est vraiment, on pense même que finalement la mitochondrie est plus importante que le noyau de la cellule. Beaucoup pensent maintenant que c'est vraiment la plaque tournante de la biologie de nos cellules. Énormément de process passent par là. Le contrôle de l'inflammation, le contrôle du système immunitaire, le contrôle de l'homéostasie du calcium, le contrôle de la sénescence cellulaire, parce que c'est la mitochondrie, quand elle est en forme, la cellule ne meurt pas ou elle ne vieillit pas. D'accord ? Et par contre, quand il y a danger, c'est la mitochondrie qui va déclencher l'apoptose. Une cellule qui est malade, que ce soit une cellule cancéreuse au début, que ce soit une cellule infectée par des virus ou des bactéries, etc., un des moyens de défense, c'est de détruire la cellule, la cellule s'autodétruit, et le démarrage de l'apoptose, c'est des signaux de dysfonctionnement de la mitochondrie. Quand il y a trop d'électrons, pas assez d'H+, à ce moment-là, la mitochondrie dit « hop, stop, je n'arrive plus à fabriquer assez d'ATP ». Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je suis attaqué par un virus ou j'ai une anomalie qui fait que je ne peux pas continuer à vivre. Elle va déclencher le système d'apoptose. Et ce système d'apoptose, c'est démarrer dans la mitochondrie. Donc, les mitochondries meurent et l'ensemble de la cellule meurt après. Et ça régule la fabrication des cellules souches, d'où l'intérêt aussi dans la photobiolation pour la régénération tissulaire par la stimulation des cellules souches. Alors, je le dis tout de suite parce que je vois dans votre WhatsApp que c'est une question qui revient très souvent. Les utilisateurs K-laser, il n'y a aucun risque actuellement en cancérologie. C'est complètement safe. Vous pouvez traiter des patients cancéreux, il n'y a aucun problème. Alors, voilà, si vous n'êtes pas médecin, photobiolateur, cancérologue, je ne vous conseille pas d'aller illuminer la tumeur. Peut-être éviter. Mais un patient qui a eu un cancer, même qui est en chimiothérapie, qui a une neuropathie, etc., il faut lui faire de la photobiolation, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Voilà. La traduction clinique, c'est antidouleur, ça on l'a déjà dit, réparation tissulaire, vous le savez, récupération musculaire, et c'est l'importance de la dose. Je vous invite vraiment à faire attention à cela, à bien prendre conscience que je fais je fais pas plus que 6 à 10 joules par séance. Ça suffit largement. C'est pas la peine de monter des joules à 60, 100 joules, ça ne sert strictement à rien. Restez dans la gamme entre 6 à 10 joules, ça suffit largement. Pour terminer, voilà, c'est compliqué d'expliquer la photomyélation en général. D'expliquer aux patients, ça devient encore plus compliqué. Et donc là, on a fait une petite bande dessinée grâce à l'intelligence artificielle
Voilà, on explique comment ça fonctionne. L'essentiel, c'est ça que les patients vont se souvenir. J'ai besoin de mitochondries en forme. Moi, mes mitochondries, elles sont comme ça. La photobiolumation, ça va servir à remettre mes mitochondries en forme. Ça suffit largement pour l'explication. D'autant plus que dans toutes les bonnes revues, y compris féminines, hebdomadaires, on parle de plus en plus de la médecine mitochondriale, qui est la médecine de l'avenir. Effectivement, je pense que voilà, donc je suis tellement passionné par la photomulation que je me suis même mis à la micronutrition parce que j'ai un DU de micronutrition que j'ai passé cette année et mon sujet c'était optimisation de l'accompagnement en soins de support des patients Covid long après photomulation par la micronutrition parce qu'il faut. Moi j'explique aux patients la PBM quand c'est antidouleur. J'ai vu 1000 nouveaux patients en un an, c'est parce que le bouche à oreille a super bien fonctionné. Il y a madame qui m'a dit, ça fait 3 ans que j'avais une périarthrite scapulo-humérale, personne n'arrivait à faire comme ça, vous avez fait 6 coups de lumière, j'ai plus mal. Et c'est ça qui fait que vous avez vraiment voilà, vous avez énormément de patients. Et donc ça, c'est pour la douleur. Pour des états plus graves comme les Covid longs, les soins de support en cancérologie, je leur explique, la lumière rouge, c'est un coup de boost. Mais derrière, il faut travailler sur votre alimentation, sur votre psycho-émotionnel, le biopsychosocial, etc., sur les 6 piliers de la médecine intégrative, le sommeil, la détoxification. Donc, c'est des parcours de soins qu'on propose aux patients tout au long de 6 mois de prise en charge. Voilà. Ok, Donc, ben, juste une petite question. Est-ce que la quantité de mitochondries varie beaucoup en fonction de l'âge? C'est quand même un signe du vieillissement, la baisse du taux de mitochondries. Et du coup, s'il y a oui, moins de mitochondries sur une personne âgée, est-ce qu'il y a vraiment moins de cibles réceptives non, pour parce qu'il éliminer? y en a Non. toujours suffisamment, largement. D'accord. Il y en a Ok. toujours largement suffisamment. Pour Ok. moi, Donc, c'est pas. sur une personne âgée, on peut mettre, ça veut dire on peut mettre la même dose que sur une Ah personne oui, jeune. oui. Et de toute façon, en plus, ça ne sert à rien d'augmenter la dose puisque vous avez moins de mitochondries, en théorie. Oui, mais justement, s'il y a moins de mitochondries. Vous risquez justement de passer au-delà de la courbe en cloche, puisqu'il y a moins de cibles. Oui, et justement, Donc, s'il y a moins de cibles, est-ce que c'est c'est pas en augmentant la dose que vous allez avoir plus d'efficacité. Oui, ok, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois que vous avez des consultations. Est-ce que vous avez… Moi, je peux prendre quelques minutes pour répondre aux questions s'il y en a, Ah bien oui. sûr. Attendez. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas si vous pouvez les envoyer sur le… Il y a Isabelle Gallet, qui est dermatologue. Alors, est-ce qu'en stimulant les mitochondries, la photomulation peut entraîner une perte de poids par dépense énergétique? Alors, oui, c'est une des indications qu'on trouve dans les centres d'esthétique et les centres de bien-être qui sont équipés de photobiomodulation. Le problème, c'est la machine. Alors, des centres Novotor, des centres de photobiomodulation au corps entier qui sont en train de pousser un peu partout sur Terre, c'est une de leurs comment dirais-je, points d'accroche pour les patients, pour les clients, pardon, c'est pas des patients en l'occurrence. Effectivement, on sait que la photobiomodulation favorise la perte de poids à partir du moment où il y a aussi l'activité physique et le contrôle de l'alimentation. C'est un des. Il n'y a pas besoin d'adapter la dose selon l'âge et la morphologie, c'est la question suivante. Alors, c'est sûr, ça c'est une grosse discussion, de savoir si vous avez quelqu'un qui fait 120 kg, est-ce que ça traverse suffisamment? La question c'est non. Euh, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir pratiquement tout le matériel de photomulation qui existe, donc je m'adapte de- en fonction de la morphologie, mais c'est pas mon truc le plus essentiel. Merci. Est-ce que la photomulation diminue l'hyperkératose en stimulant la mitochondrie qui fait vivre plus longtemps la cellule? Ça, j'ai jamais vu. Honnêtement, j'ai jamais eu d'hyperkératose, au contraire, hein. Tous les patients qui passent notamment en corps entier me disent, les femmes qui ont eu des cancers, qui sont fatiguées, qui ont des neuropathies, etc., elles sont améliorées de ce côté-là, mais elles disent, est-ce que je peux continuer parce que ma peau a complètement changé? Elle est devenue plus souple, plus douce, plus lumineuse. Est-ce que je peux continuer à faire? Donc, l'hyperkératose, non.
Comment orienter notre patient vers votre service? Est-ce que l'oncologue qui oriente? Alors, il y a de plus en plus d'oncologues qui orientent. Après, il y a le problème de la distance. Hein. C'est à Guenot, c'est à 25 km de Strasbourg. On a un protocole pour les gens qui viennent de loin. On a des super Airbnb à côté du centre de photobiomodulation. Les gens restent 5 jours ou 10 jours et ils font leur séance quotidienne s'il y a besoin. Vous dites maximum 6 à 10 joules par centimètre carré. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Je vous conseille vraiment de rester entre 6 à 10 joules par centimètre carré. Y a-t-il des contre-indications? Pour moi, il n'y en a pas, sauf l'épilepsie non contrôlée lorsqu'on illumine le visage, enfin, la tête. Et l'âge, ma plus jeune patiente a 7 ans. Et mon plus vieux, 98. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur, hein, pour ces informations qui sont. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je sais pas. Oui, c'est Levez la moi. main. Je ne sais pas Oui. si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah oui, super. Ben, merci beaucoup pour cette présentation brillante et très intéressante. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup en dermatologie à la photobiomodulation et à la thérapie laser, et j'ai bien fait la différence entre les deux. Et par contre, je me pose souvent la question du nombre de séances dans mes traitements. Parce que je me dis parfois, si ça se trouve, une séance va suffire pour remettre en selle la mitochondrie qui est un peu, voilà, qui fait pas bien son job. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut répéter les séances? Est-ce que le fait d'avoir fait… Voilà, je vous laisse parler. Alors, effectivement, j'ai constaté la même chose. C'est typique en douleur. Hein. Parfois, une séance, ça suffit pour régler le problème. D'une manière. Alors, pour moi, il y a à peu près 10% de la population qui est photorésistante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui n'est pas sensible à la lumière. 10%, vous pouvez faire ce que vous voulez avec toutes les technologies de photomodulation que vous voulez. Il n'y a rien qui marche. Il y a 20% de gens hyper réceptifs. Une séance, transformée. Et puis, vous avez 70% des gens où il faut répéter les séances. Alors, moi, je pars toujours pour 6 séances minimum. Je bloque au départ 6 séances. Alors, comme dit, j'ai 4 salles de traitement. Donc, voilà, je suis un ancien radiothérapeute, donc je gère mes flux comme un radiothérapeute. Donc, j'ai 4 salles de traitement. Et on part toujours pour 6 séances minimum. 80% des situations que je rencontre, on règle le problème en 6 séances. Et par contre, pour les fibromyalgies, les Covid longs, les polyarthrite rhumatoïde que je mets dans le corps entier, je pars pour 12 séances. Pourquoi 12? Parce que l'évidence-based medicine a été faite comme ça. C'est 12 séances en 4 semaines ou 12 séances en 6 semaines qui sont publiées. Et donc, je me base sur les protocoles publiés. Mais effectivement, je dirais que quand ça va mieux, 80% des gens sont améliorés entre la 6e et la 8e séance. C'est ce qu'Antoine Lemaire fait aussi à Valenciennes. Les délais entre 2 séances, là aussi, c'est une question qui est souvent importante. Ça ne sert à rien de faire 2 séances par jour. Par contre, vous pouvez le faire tous les jours. Ça, c'est une question de flux, d'organisation de votre service. Par exemple, là, depuis hier, j'ai pris en charge un médecin militaire qui doit partir sur le terrain en mois de janvier, qui a une neuropathie post-chirurgicale. Je lui fais une séance tous les jours pendant 10 jours. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et même en prévention, il y a beaucoup de biohackers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des biohacking, qui sont des gens qui veulent vivre très longtemps, qui font tout pour vivre très longtemps. Eh ben, ils font des séances tous les jours et ça se voit. Notamment un grand patron d'une grande société qui commercialise une belle machine de corps entier, on ne lui donnerait pas son âge parce qu'il se met tous les jours dans la machine. C'est ce qu'il nous reste à faire. Voilà, okay. acheter des machines corps entier. Pour quelle pathologie vous utilisez le cube 30? Alors, le cube 30, moi, j'utilise plus pour tout ce qui est pathologie articulaire, ligamentaire, etc. Plus des douleurs aiguës, subaiguës à chroniques, entre 3 à 6 mois maximum. Mais c'est pourquoi? C'est parce que pour moi, c'est des urgences. Et comme c'est moi qui manipule le cube, je les mets, je double, ça me prend 5 minutes. Je double les consultations, etc. Et
pour moi, quelqu'un qui n'est pas rentré en douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui évolue moins de 3 mois à 6 mois, je les prends en urgence pour transformer les lombalgiques, pour éviter qu'ils deviennent chroniques, ou les tendinopathies pour qu'elles deviennent chroniques. Donc, je les prends en urgence et c'est moi qui les traite. Sinon, tous les autres, c'est mes assistantes qui font les traitements. Donc, elles n'utilisent pas le club. Si on dit plus. Non, ça ne sert à rien d'augmenter la dose. Si on ne peut pas faire une séance par jour, est-il intéressant d'augmenter la dose en jour où cela reste délétère? N'augmentez jamais les doses, s'il vous plaît. Restez entre 6 à 10 joules, au moins 2 fois par semaine. Point. Et est-ce que le cas laser est bénéfique sur le syndrome des jambes sans repos? Je ne sais pas où vous le mettez, votre cas laser. Donc, à moins de passer 3 heures sur le patient à faire toute la jambe. Aussi un truc, si vous traitez des neuropathies, n'oubliez jamais de traiter les segments médulaires correspondants. C'est-à-dire que si vous faites une neuropathie des mains ou des pieds, il faut traiter les segments médulaires lombaires de L1 à S2, et pour les mains de C6, enfin C4 à D2, il faut traiter, faire aussi 6 à 10 joules sur ce segment-là. Et pour les neuropathies, c'est ça la question en fait. Par rapport au diabète ou post-op, alors moi j'ai fait simple, j'ai reprogrammé mon cas laser, mais ça j'ai le droit de le faire parce que je suis un des spécialistes de la photomodulation. Je l'ai reprogrammé pour qu'il fasse 8 joules 50 secondes sur un champ de 10-10. Je ne connais pas tous les programmes du cas laser, donc il faut demander au patron. Moi, je ne sais pas. Ok, on en parlera quand vous voulez. Oui. Je me pose aussi une question, si vous avez encore un peu de temps. Ouais. Quand on utilise par exemple le rouge ou l'infrarouge pour, par exemple dans le cas laser, l'infrarouge, dans le Pluderma par exemple, l'infrarouge pour destruction plus en profondeur, on va utiliser cette longueur d'onde 780 nanomètres pour 980 nanomètres pour détruire, pour vasodilater. Mais est-ce que en même temps on peut espérer faire de la photomodulation efficace en même temps que l'on fait que l'on détruit? Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, alors c'est comme ça que ça a été découvert en 1957 par Meissner. Hein. Donc il s'est rendu compte sur les berges, il faisait pousser les poils des souris nudes. Oui, probablement vous photo-biomodulez à distance de votre faisceau, mais c'est pas contrôlé. Vous ne pouvez pas le contrôler. Donc ce que font les dentistes souvent, c'est qu'ils détruisent et ils photo-biomodulent derrière. Ok. Ouais. En fait, on ne sait pas trop quelle quantité de lumière appliquée va servir à détruire et à photomoduler. En fait. C'est ça, ouais. Donc moi, je préconise plutôt vous détruisez, vous photo-biomodulez derrière. Ok, écoutez, merci beaucoup, docteur, pour ces informations très, très intéressantes. On va fermer ce webinaire et puis, écoutez, merci, à très bientôt. Et puis à tous les participants, écoutez, à très bientôt aussi et très bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.